Bonjour, bienvenue à cette nouvelle webconférence UPV consacrée aujourd'hui aux étapes du processus de recrutement et d'intégration ou onboarding. L'URSSAF vient d'annoncer les nouveaux chiffres des déclarations d'embauche de plus d'un mois. Pour le mois de mai, 835 000 déclarations, nouveau record, alors qu'en parallèle, selon une étude de Cadre Emploi, 35% des nouveaux salariés ont démissionné 6 mois après le recrutement. Principale raison, les entreprises concentrent leurs efforts sur le processus de recrutement, négligeant celui de l'accueil et de l'intégration. Conséquence pour les entreprises, perte de chiffre d'affaires, de marché, une croissance freinée voire stoppée, une désorganisation, une détérioration du climat social, une insatisfaction client. Alors que faire face à un tel constat? Y a-t-il des solutions, des outils, des expériences qui fonctionnent, notamment pour les TPE-PME? Pour traiter de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sabine Montagu, consultante relations entreprises à l'APEC Sud, et Karine Echassou, responsable ressources humaines pour l'entreprise La Boîte Immo. Je vous remercie pour vos interventions et vos témoignages. J'en profite pour rappeler que l'UPV participe ou soutient certains dispositifs, alors des dispositifs de sourcing avec l'école de la deuxième chance, le dispositif Direct Emploi pour les publics éloignés d'emploi avec le conseil départemental, ou encore le site Provence Emploi, qui est en partenariat d'ailleurs avec l'APEC, ou encore un dispositif sur la marque employeur avec le label Amplitude 83 qui permet aux entreprises de structurer, de formaliser et de communiquer en interne et en externe sur leurs actions RH dans le cadre de leur politique RSE. Alors avant de commencer le petit rappel méthodo, vous pouvez poser vos questions en ligne via le chat sur la droite de votre écran. Et je passe sans plus tarder la parole à Sabine. Merci. Merci Philippe, bonjour à tous. Sabine Montagu, donc consultante en relations entreprises et relations avec l'ensemble des partenaires du territoire pour le Var et l'Est des Bouches-du-Rhône. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et d'accueillir Karine Echassou qui a accepté de participer et de vous témoigner son expérience. Donc effectivement, le sujet de l'intégration est un sujet important pour toutes les entreprises puisque 40% des entreprises interrogées déclarent que le recrutement et l'intégration, et le sujet de l'intégration est important pour la fidélisation des collaborateurs. 40% pour l'enjeu. 40% des entreprises déclarent que le principal enjeu pour le recrutement, c'est la fidélisation des collaborateurs, puisque sinon elles recommencent tous les 4 matins à recruter, alors que quand on fidélise, on peut permettre de recruter de nouvelles personnes pour de nouveaux postes, etc. Karine, peut-être, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr, avec plaisir. D'abord, bonjour à toutes et tous. Merci à l'UPV, merci Sabine de cette invitation. Je suis donc effectivement responsable des ressources humaines de la société La Boîte Immo, une entreprise varoise, une PME aujourd'hui qui compte presque 200 collaborateurs. Et nous sommes spécialisés dans l'édition de logiciels pour les agents immobiliers indépendants. Donc effectivement, dans le cadre de mes fonctions de responsable des ressources humaines que j'occupe depuis 2 ans et demi au sein de La Boîte Immo, cet enjeu majeur, effectivement, de la fidélisation des collaborateurs nous est apparu essentiel, à savoir mettre en place un process d'intégration justement bien corrélé pour que nos salariés puissent se sentir immédiatement intégrés et donc engagés au sein de notre entreprise. On pourra en parler tout au long de cette présentation. Et oui, parce que 40% des salariés nouvellement embauchés auraient envisagé de quitter l'entreprise pendant leur période d'essai. C'est un chiffre important à retenir. On a eu des chiffres même sur la première semaine qui sont révélateurs du sujet de l'intégration. Alors, dans beaucoup d'entreprises, on peut penser que l'intégration n'est pas si importante parce qu'elle se fait naturellement. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il est important de formaliser un processus pour permettre une homogénéité dans l'accueil des nouvelles recrues. Parce qu'en fait, au-delà de ces 65% que vous avez vu sur le slide précédent qui disent que 65% des entreprises n'ont pas de processus d'intégration, on voit qu'en fait, souvent, dans 48% des cas, c'est parce qu'elle est largement informelle. On se dit, non, ça se fait naturellement, les gens sont contents d'accueillir de nouvelles personnes, on est tous à participer pour le projet d'entreprise. Oui, mais en fait, ça ne suffit pas. On voit que le principal outil, c'est le manuel d'accueil pour faciliter l'intégration. Et ça, c'est un outil qui est fortement apprécié. Ceci étant, il n'est pas suffisant puisqu'on va voir qu'un processus d'intégration est un processus un peu plus long. Voilà.
Alors, ce qui est important, c'est de prendre vraiment l'intégration comme la dernière étape de votre processus de recrutement. La partie recrutement est importante et l'intégration, c'est vraiment une brique du recrutement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on n'agit pas sur l'intégration, on ne travaille pas sa fidélisation et finalement, on se retrouve à recruter très régulièrement parce que les personnes ne restent pas. Donc vraiment d'intégrer la brique intégration dans votre processus de recrutement, c'est essentiel puisque c'est vraiment à ce moment-là que vous allez pouvoir vous dire, ça y est, on a réussi, on a le bon recrutement parce que c'est le bon collaborateur au bon poste au bon moment. Et je crois que là-dessus, Karine, tu peux peut-être nous en dire quelques mots avant qu'on passe à la suite et à l'ensemble du processus. Tout à fait. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à penser qu'une fois que le CDI est signé, ça y est, le recrutement est bouclé. Mais en fait, il y a des étapes en amont et il y a des étapes après. Et elles sont tout aussi importantes, effectivement. Et c'est pour ça que je dis toujours que, en fait, pour moi, le process d'intégration démarre même à la lecture de l'annonce, en fait. Pour moi, le futur collaborateur, lorsqu'il lit une annonce d'emploi que vous avez à pourvoir, en fait, doit pouvoir se projeter, en fait, dans le poste, doit pouvoir imaginer les missions qui vont lui être confiées et va pouvoir s'imaginer s'intégrer même avec son manager. Donc vraiment, j'ai envie de dire que même le processus d'intégration démarre même à la rédaction de l'annonce. C'est ce qu'on appelle aussi l'expérience candidat. Je crois que tu en parles justement dans la slide suivante où tu exprimes, on en avait déjà parlé lors de nos échanges, Sabine, de cette importance effectivement de prêter beaucoup d'attention et de soin à l'expérience candidat parce que le candidat, avant même d'intégrer notre entreprise, doit effectivement se sentir accueilli, doit avoir la vision sur les conditions de travail et c'est ce qu'on appelle en fait la promesse employeur. C'est-à-dire qu'est-ce que moi en tant qu'entreprise, je peux lui promettre qu'il va trouver au sein de notre structure et surtout que ça puisse se révéler effectivement tout au long de son parcours d'intégration. Donc effectivement, ce sont des étapes très importantes. Et oui, de l'expérience candidat à l'expérience collaborateur, tout un programme. Et je te remercie d'avoir parlé de l'annonce et de l'offre d'emploi parce que trop souvent, on minimise l'importance de l'offre d'emploi alors que c'est le premier acte, c'est la découverte, c'est le début de la phase de découverte pour le candidat qui sera peut-être le futur collaborateur ou collaboratrice. Donc, vous voyez, les étapes de l'intégration, effectivement, on dit que l'intégration part vraiment au moment de l'acceptation réciproque de la collaboration. Mais comme l'a précisé Karine, c'est important de l'avoir travaillé en amont parce que c'est ce qui va faire le passage de l'expérience candidat à l'expérience collaborateur et qui va faciliter l'engagement de la personne. Et dans un marché qui est tendu, où les profils sont fortement chassés, vous me le dites régulièrement, il est important de le travailler en amont pour commencer à cultiver son sentiment d'appartenance alors même qu'il est dans son poste ou à faire ses recherches ou dans plusieurs process de recrutement pour que effectivement à un moment donné, si vous lui dites oui, ce soit vous que le candidat choisisse. Donc voilà. Et justement, par rapport à ça, c'est ce que nous avons mis en place au sein de la boîte IMO, c'est une sorte de charte en fait d'expérience candidat avec des étapes, avec des promesses, avec des engagements vis-à-vis de nos candidats sur effectivement leur donner la visibilité aussi sur les étapes du recrutement, leur expliquer quelle va être la prochaine étape une fois qu'ils en ont passé une, leur donner aussi la visibilité sur les conditions de travail, c'est très très important pour pouvoir sécuriser justement après la signature du contrat et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise entre guillemets pour le candidat de dire mais attendez, je n'avais pas vu ça ou tel point. Et aussi suivre le candidat tout au long de son préavis, en fait. Pareil, je passe, par exemple, si j'ai un candidat qui doit intégrer l'entreprise dans 2 mois, je vais lui passer un petit coup de fil au moins une fois toutes les 3 semaines pour m'assurer que tout va bien, pour m'assurer que sa période de préavis se passe bien et qu'il n'y a pas de problématique, effectivement, qu'il rencontre pour pouvoir nous rejoindre. Et ça, souvent, c'est très apprécié. Et ça, je le fais aussi bien pour les stagiaires que pour les alternants, que pour les embauchés en CDI. Toute personne qui doit nous rejoindre doit se sentir sécurisée, entre guillemets, avant d'arriver au sein des équipes. Et donc, cette première phase de découverte, vous avez donc posé des actes, en tout cas, pour commencer à cultiver et
sécuriser le candidat ou la candidate, mais vous sécurisez aussi sur son arrivée dans l'entreprise. Donc vous le voyez, hein, il y a vraiment la phase de découverte et puis la période d'intégration et de fidélisation jusqu'à la clôture de l'onboarding. On donne des repères temporels, plutôt ça reste des repères. On n'est pas sur des choses figées, mais c'est pour vous donner une idée, vous montrer que le process, il est long et que ce n'est pas juste une période d'essai quand on parle d'intégration. On parle vraiment d'intégration, de sentiment d'appartenance à l'entreprise et j'ai envie de dire quasiment, moi, en repère, on donne 1 an. Ça peut être aussi le prochain entretien annuel, voilà, qui ait eu un exercice complet en fait dans l'entreprise. Les objectifs, hein, vous l'avez compris, c'est créer un sentiment d'appartenance, le développer, garantir l'adéquation aussi du nouveau salarié avec les valeurs et les codes de l'entreprise, faciliter aussi l'opérationnalité et la productivité et développer l'enthousiasme et l'engagement. Pourquoi ? Pour pouvoir travailler aussi sur des projets transverses qui permettent le développement de l'entreprise. Donc les moments clés, on parle vraiment de la partie découverte qu'on a commencé à aborder là avec des exemples aussi d'actions et de bonnes pratiques à réaliser. Donc les coups de téléphone pendant la période qui précède le jour de l'arrivée. Il y a le sujet de la montée en compétences et de rendre le collaborateur opérationnel sur son poste et autonome. Donc ça, on le dit souvent que c'est quand même fortement la période d'essai, en tout cas pour confirmer que vous allez pouvoir continuer la collaboration, mais souvent, ça va un peu au-delà parce que à ce moment-là, on peut aller plus loin aussi une fois que la période d'essai est passée pour le rendre complètement autonome. Et puis, il y a la pérennisation et la fidélisation qui est vraiment l'élargissement de l'horizon du collaborateur ou de la collaboratrice, de le développement de son réseau interne et transverse pour vraiment participer au développement de l'entreprise. Alors, quelques exemples sur la phase de découverte de bonnes pratiques. On a eu là, les appels téléphoniques pendant toute la période qui précède. Je vous ai mis, il peut y avoir des vidéos de présentation aussi de l'entreprise qu'on envoie en amont aux candidats. Il y a parfois le mail, le classique d'annonce à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise de l'arrivée d'une nouvelle personne. Ça peut être fait par le chef de service, mais aussi par le dirigeant ou la dirigeante, ça dépend. Voilà, ça peut être fait par la partie RH aussi et les responsables en ressources humaines. Il y a le sujet, si vous avez un réseau social d'entreprise, souvent, ça peut être aussi un bon vecteur pour informer l'ensemble de vos collaborateurs. Et puis, il y a le livret d'accueil aussi qui parfois est remis même avant que la personne arrive le jour J dans l'entreprise pour qu'elle puisse se familiariser et arriver avec moins d'appréhension le jour J. Karine, là-dessus, tu as d'autres bonnes pratiques à partager, je crois. Oui, tout à fait, effectivement. Merci Sabine. En fait, concrètement, pour vous donner une astuce très simple à mettre en place pour préparer toute cette phase-là, on a fait une to-do list de pré-embauche et de post-embauche, en fait. Ce qui nous permet de checker, en fait, de s'assurer qu'on a envoyé les documents, préparé tout l'onboarding administratif de nos collaborateurs. Et selon la taille de votre entreprise et des outils que vous avez à votre disposition, vous pouvez avoir, par exemple, ce qu'on appelle un ACRH, un logiciel qui vous permet de gérer justement les dossiers de vos salariés. Et donc, nous, ça fait partie effectivement du process, c'est-à-dire qu'on envoie en fait le lien de connexion au salarié pour qu'il puisse s'inscrire sur le logiciel RH. On lui envoie aussi le lien éventuellement par rapport à la mutuelle, parce que c'est une question qui peut revenir assez régulièrement et le collaborateur a besoin de se projeter justement sur les garanties de santé que l'entreprise peut lui offrir. Donc vraiment, c'est vraiment lui donner l'accès à tous les outils en amont pour que aussi le jour de son arrivée, tout soit prêt. Pareil, ça le sécurise. Nous, ça nous permet aussi de gagner du temps dans l'organisation et dans l'intégration. Et aussi ce que nous avons fait, alors là c'est pareil, ça va dépendre de la taille de votre entreprise. Nous, on a beaucoup de postes informatiques et donc ça nécessite effectivement une anticipation pour l'installation. Moi, je veux absolument que le jour J, le collaborateur ait son poste installé avec ses codes d'accès, que tout soit prêt en fait. Donc, ça nécessite de l'anticipation, de la communication avec les équipes techniques en interne et on a mis en place pareil un système de ticketing pour pouvoir leur annoncer l'arrivée d'un futur collaborateur. Et même une petite astuce aussi toute bête, si vous avez une personne qui est à l'accueil de l'entreprise, pareil, la prévenir que ce jour-là, une telle personne arrive et pareil, ça donne tout de suite aussi un sentiment effectivement, voilà. Alors, je suis un petit peu dans
la phase d'intégration, là, pardon. Mais du coup, voilà, c'est des petites astuces qui sont pas compliquées à mettre en place et qui peuvent vraiment être utiles voilà, et rendre l'accueil d'une manière bien bienveillante et efficace. Voilà, bah justement, tu as bien fait le lien avec le jour J, avec l'accueil au sein de l'entreprise. Qui accueille la nouvelle personne? Et effectivement, s'il y a un service accueil, ne pas oublier de le prévenir, parce que malheureusement, parfois, on l'a vu dans dans des entreprises, hein, des retours candidats, les managers ou l'équipe est informée, mais effectivement, les personnes qui sont à l'accueil ne le sont pas et sont surprises. Et souvent, en termes d'image pour le candidat ou la candidate qui devient collaborateur ce jour-là, eh ben, il y a une distance qui se met avec l'entreprise parce qu'il se sent encore candidat et pas collaborateur ou collaboratrice. Alors, c'est vrai que quand la personne est prévenue et qu'on l'accueille, bah, tout de suite, il est déjà salarié de l'entreprise. Donc voilà. Là, je vous ai mis un petit exemple type de journée qui peuvent s'organiser. Alors, ça peut se faire sur une journée, hein, un accueil par le manager, la présentation des équipes, la rencontre s'il y a un tuteur, un parrain, une marraine ou un référent. Ben, ça peut être aussi le bonjour pour le rencontrer. Ça peut être un déjeuner ou un petit déjeuner avec l'équipe, une visite des locaux, la présentation des autres directions, l'intervention éventuellement. Alors ça, c'est plutôt parfois, ça peut être regroupé, mais ça dépend de la taille de votre entreprise. Si vous avez une entreprise qui a beaucoup de recrutement, vous pouvez faire un petit déjeuner mensuel, par exemple, avec la direction générale et le CODIR pour que les nouveaux embauchés se sentent intégrés et vraiment reconnus et puis que votre direction générale connaissent les nouveaux visages de l'entreprise. Si par contre, effectivement, vous recrutez une personne de temps en temps, bah, c'est plutôt de le faire aussi de manière informelle. Ça peut être un café tout simple le jour où la personne arrive, voilà, ou dans la semaine où la personne est là. Et puis un débriefing peut-être avec un cadrage un peu de sa mission le jour J. Alors, on vous parle d'exemples de journée. Là, je vous ai mis beaucoup d'informations en une journée. Il faut vous dire que du coup, ça fait aussi beaucoup d'informations pour le collaborateur ou la collaboratrice le jour J. Donc moi, j'ai plutôt tendance à séquencer sur la première semaine. Voilà, d'avoir un planning pour la première semaine et de se dire, voilà, le premier jour, ça va se passer comme ça. Le deuxième, peut-être, on fera le tour des locaux. Le troisième ou le quatrième, il y aura la rencontre avec d'autres équipes ou avec le CODIR. Voilà, de progresser, en tout cas d'échelonner sur la première semaine, parce que ça peut faire beaucoup d'informations le même jour. Voilà, mais c'était pour vous donner un exemple. J'ai des entreprises qui le structurent comme ça, il y en a d'autres qui le font avec plus d'étalement. Et ça, c'est vraiment l'important, c'est que l'intégration rentre dans vos pratiques quotidiennes. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise journée, de bon ou mauvais accueil si vous le structurez. L'important, c'est de regarder comment vous fonctionnez, comment votre entreprise fonctionne, qu'est-ce qui est possible de mettre en place facilement pour que ce soit le plus naturel possible. Parce que si on veut que ce soit facile, mis en place rapidement, etc., il faut que ce soit simple et que ça s'inscrive dans vos pratiques. Voilà, avec juste des petits pitchs en disant, bah voilà, là aujourd'hui on intègre quelqu'un, donc zoom sur, je sais pas, le café d'accueil ou le déjeuner avec l'équipe. Voilà, mais en tout cas, c'est important de regarder comment l'entreprise, comment vos services fonctionnent pour pouvoir se dire, bah là, qu'est-ce qu'on peut formaliser pour accueillir au mieux une nouvelle personne. Karine, là-dessus, vous avez un programme d'accueil, je crois, le jour J. Oui, oui, tout à fait, exactement. Alors, en t'écoutant, je me disais voilà que c'est extrêmement important de donner de la visibilité à ce programme parce qu'il faut absolument que l'ensemble des managers et des collaborateurs aussi en ait conscience des différentes étapes parce que ça va permettre de fluidifier quelque part aussi tous ces événements et tout le monde sait que ça se passe comme ça. Donc, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de petit décalage comme on le disait tout à l'heure où bah, tiens, le collaborateur arrive, la personne de l'accueil ne sait pas qu'il y a un nouvel embauché. Bon, c'est des toutes petites choses, mais c'est très important. Donc, effectivement, sur le jour J,
c'est très détaillé et c'est très précis, entre guillemets, parce qu'on a vraiment besoin déjà de faire un point administratif avec le collaborateur. Hein, donc, tout ce qu'on avait fait en amont, les accès qu'on a pu lui donner à tous les outils, etc. On va refaire le point. Donc, moi, j'accueille tous les nouveaux le jour J. Je les vois entre une demi-heure et 1 heure. Donc, soit c'est des sessions si j'ai plusieurs intégrations, soit c'est une seule personne. Hein. Et pareil pour les stagiaires et encore une fois les alternants, c'est très important. J'insiste aussi là-dessus parce que voilà, toutes les personnes qui rejoignent votre structure doivent avoir le même accueil. Et donc, on va effectivement aborder différents sujets. Donc, il va y avoir la présentation de l'intranet. Hein. J'ai mis en place effectivement donc un intranet pour pouvoir donner de la visibilité à la communication dans l'entreprise et à tout ce qui se passe dans l'entreprise. Et donc, il y a aussi bien sûr la remise du livret d'accueil. Hein. C'est extrêmement important parce que ça... Pareil, ça donne les informations essentielles aux collaborateurs pour pouvoir travailler au sein de l'entreprise. Il y a également un kit de bienvenue avec, alors à la boîte IMO, on aime bien tous les goodies. Hein, donc voilà, il y a vraiment un sac rempli de petits goodies, variés, des gobelets, des tasses à café, des bouteilles, enfin plein de choses pour que le collaborateur puisse avoir son petit lot, son petit kit de bienvenue. Il y a aussi la visite des locaux qui se fait. Alors, la visite des locaux, elle peut se faire aussi durant le processus de recrutement. Là, c'est plus la présentation au service, en fait. C'est-à-dire que le manager fait le tour avec le nouveau collaborateur dans l'ensemble des services et va présenter, en fait, au manager et au directeur. Donc, il y a vraiment aussi, cette visibilité globale. La présentation aussi, effectivement, des différentes structures en fait, de la salle de sport que nous avons la chance d'avoir, les vestiaires, la salle de restauration, tout ce qui est mis à disposition des salariés. Donc voilà, donc vraiment le jour J, il y a cette phase-là qui est donc organisée par le service RH et conjointement avec le manager. Et pareil, je demande aussi vraiment à ce que le manager prévoit de déjeuner avec le nouveau collaborateur le jour J, pour qu'il y ait tout de suite ces échanges. Ensuite, effectivement, il y a, alors ça, on est plutôt sur la S, la S+1 en fait, hein, la première semaine. Tu l'évoquais, Sabina, on ne peut pas toujours tout faire le premier jour, et puis ça fait beaucoup d'informations, donc il faut aussi séquencer. Donc effectivement, il y a aussi un étalement. Donc, la première semaine aussi, ce qui est important, c'est que le collaborateur puisse faire son message de présentation. Hein. On lui demande de rédiger un petit message pour se présenter et on le diffuse au sein de notre outil de communication pour dire, bienvenue à nos nouveaux collaborateurs. Telle personne nous a rejoint, elle se présente à vous. Merci de lui accorder le meilleur accueil. Et voilà, et pareil, vu qu'ils parlent de leur passion, des fois, ça crée aussi des affinités entre les salariés parce que ils se retrouvent sur des hobbies communs et sur des sujets sur lesquels ils peuvent échanger. Donc après, je ne sais pas, on peut parler de l'intégration sur le mois, hein, mais je te laisse poursuivre, peut-être qu'on On va en parler. Alors, tu as parlé tout à fait des goodies. Je n'avais pas la photo et je veux bien la photo de ceux de la boîte IMO. Mais c'est le fameux Welcome Pack. Effectivement, ça marche très, très bien. Je vous ai mis 2 exemples, plutôt pour vous, non pas pour vous montrer des exemples, je vous ai mis un vieil exemple de l'APEC. Mais vous voyez que les logos sont plus actuels, donc c'est plus au goût du jour. Mais c'était juste pour vous montrer la différence. L'important dans le choix des goodies, c'est aussi qu'ils collent à votre entreprise, au mode de fonctionnement. On peut avoir une entreprise avec beaucoup de choses sympathiques qui montrent de la convivialité, etc. Et puis il y a d'autres entreprises un peu plus sérieuses qui vont avoir moins misé sur cet aspect convivialité, qui vont vraiment passer un message de sérieux et de travail aux collaborateurs. Et du coup, ça ne va pas être les mêmes choix dans ce qu'on va diffuser et dans ce qu'on va remettre le jour J aux collaborateurs. Donc, c'est de se questionner aussi sur vraiment l'identité de votre entreprise. C'est pratique pour dire qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que c'est effectivement la gourde, la bouteille d'eau, la tasse, le gobelet, ou est-ce que c'est le porte-clés, le petit jeu? Et en fait, ça en dit beaucoup sur l'entreprise. Donc, c'est important de vous questionner sur le choix de ce que vous voulez remettre le jour J à votre nouvelle recrue. Ça donne l'état d'esprit de l'entreprise. Hein.
Tout à fait, hein, si je peux me permettre, nous sommes très engagés dans une politique de protection de l'environnement. On a supprimé tous les gobelets en carton, en fait, donc c'est pour ça qu'on distribue des gobelets en plastique et des bouteilles en verre pour que les salariés et des tasses pour qu'ils puissent réutiliser justement voilà, ces goodies, et ça va dans le sens effectivement de nos valeurs. Voilà. Donc d'autres exemples de bonnes pratiques, c'est aussi qui sont très appréciés par aujourd'hui, en tout cas par les jeunes notamment, c'est l'histoire de la nomination d'un tuteur, d'un parrain, d'un référent. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez, c'est pareil, c'est à questionner. Mais en tout cas, d'avoir une personne qui peut lui permettre de poser ses questions, de découvrir un peu l'entreprise de manière transverse. C'est pas forcément quelqu'un du service, justement, ça peut être quelqu'un d'un autre service. Mais du coup, ça permet de nouer une relation un peu privilégiée avec une personne qui va vous accompagner dans la découverte de l'entreprise dans sa globalité. Côté parrain, marraine, tuteur, référente, etc., c'est aussi une reconnaissance de votre employeur sur votre capacité à intégrer quelqu'un et à lui faire découvrir l'ensemble de l'entreprise. Donc souvent, c'est vraiment un échange gagnant-gagnant. Les personnes se trouvent et souvent, c'est des relations qui durent au-delà de la première année. Voilà. Karine, là-dessus, est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place, vous, ou vous n'avez pas? Alors pour l'instant non, je t'avoue et puis on en avait échangé dans le cadre de ton accompagnement, c'est quelque chose effectivement qui pourrait être mis en place. Après, on a un système managérial qui fait qu'on a des chefs de service et on a des team leaders, ce sont des managers de proximité et ce sont vraiment les interlocuteurs privilégiés lors de la période d'intégration pour nos nouveaux embauchés, parce que ils ont à leur disposition une personne qui fait leur métier, mais qui aussi a une mission de formation des nouveaux collaborateurs, et qui a une mission aussi de transmission. Donc en fait, on a ce système managérial, cette organisation-là, qui aujourd'hui, effectivement, nous permet de ne pas forcément mettre en place un système de tutorat ou de parrainage ou de mentorat. Mais j'avoue là, vous êtes même allé plus loin, c'est-à-dire que vous l'avez intégré dans votre système managérial. Voilà. Vous êtes allé encore plus loin que la nomination d'une personne pendant une période donnée, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez intégré dans la durée, dans votre mode de fonctionnement, dans l'organisation. Donc un manager de proximité, un team leader qui est là aussi pour répondre à l'ensemble des questions. Et qui est du coup une petite équipe, vous voyez, 2, 3, 4 personnes, et ça fonctionne plutôt bien. Super, donc oui, c'est pas oublier d'impliquer l'équipe dans l'accueil d'une nouvelle personne. Ça paraît évident quand je le dis. Je vous assure qu'on a des retours côté candidat et cadre. C'est pas si évident que ça. Dans la pratique, parfois on oublie cette partie de l'implication de l'équipe parce qu'on se dit c'est normal, ça va se faire parce qu'ils vont être collègues, ils vont travailler ensemble, etc. Ça s'organise. Ça ne se fait pas naturellement. Et c'est pour ça, ça peut être d'impliquer l'équipe dans un café d'accueil de la nouvelle personne. Si le manager, le jour J, peut pas déjeuner avec la nouvelle personne, ou vous préférez mettre plus de convivialité, peut-être pas lui faire un déjeuner en tête-à-tête, au contraire, faire un déjeuner d'équipe ce jour-là, ou de favoriser l'organisation d'un déjeuner pour pas que la nouvelle personne se retrouve toute seule le premier jour. Il faut vous dire que le premier jour, quand on arrive dans une entreprise, c'est toujours impressionnant, et ce temps de pause du déjeuner, souvent, c'est le moment où on ne sait pas quoi faire. Voilà, on a plein de candidats avant qui vous disent qu'est-ce que je fais le jour J, je vais manger dans ma voiture, avec qui je vais manger, etc. Quand tout de suite vous avez intégré le temps de la pause déjeuner dans sa première journée vraiment comme quelque chose, tout de suite vous le rassurez, vous lui enlevez la question qu'il a en tête depuis le matin, voire la veille en arrivant. Et si je peux me permettre, il y a l'histoire du dress code aussi. Alors, c'est important parce qu'en fait, selon l'activité, que par exemple, si on est dans une concession automobile, forcément, il y a un dress code. Bon, ça va de soi, ou dans une banque, on sait que le salarié va se présenter plutôt avec le dress code adapté. Mais cela dit, je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler avec le candidat avant son arrivée, s'il ne vous pose pas la question, tout simplement pour le mettre à l'aise, en fait, pour pas qu'il se sente parfois en décalage en fonction, effectivement, du service qu'il intègre.
nous, selon les services, dans notre service de développement informatique et notre service commercial, le dress code n'est pas le même. Mais je trouve que c'est important d'en parler avec le collaborateur d'une manière spontanée, naturelle, bienveillante, pour qu'il puisse se dire ok, je ne serai pas forcément en décalage et se sentir bien aussi tout de suite, quoi. Voilà. Merci. Alors effectivement, passer cet accueil, on arrive sur vraiment la prise de poste et la montée en compétences, qui est un enjeu très fort, hein, effectivement, de l'arrivée du collaborateur ou de la collaboratrice. Du coup, au niveau des enjeux, effectivement, c'est l'adaptation dans les meilleures conditions possibles de la nouvelle personne à sa mission, à son poste, voilà. Le maintien de sa motivation. Il ne faut surtout pas non plus qu'elle se décourage, ni qu'elle se démotive. Donc, attention vraiment à ça. Il faut trouver le juste milieu entre tout lui montrer tout de suite et y aller tellement progressivement qu'elle s'ennuie. Donc, c'est de trouver le juste équilibre pour maintenir sa motivation. Les actions de professionnalisation et d'ajustement au poste, si c'est nécessaire, qui peuvent être de la formation interne aussi, via par exemple un dispositif qui s'appelle la FEST. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont possibles pour vraiment adapter les compétences de la personne aux besoins de l'entreprise dans son poste. La décision, évidemment, de continuer ou non la relation contractuelle et la réussite à plus long terme, parce que l'idée, quand on voit tout ce qu'on vient d'échanger, c'est beaucoup d'investissement du côté de l'entreprise. Donc, l'idée, c'est vraiment que le mariage dure le plus longtemps possible, mais en tout cas, qu'on ne se retrouve pas à un divorce un peu prématuré qui nécessiterait de tout recommencer et d'investir. Du coup, au niveau des actions, je vous mets des exemples et puis on va revenir sur votre expérience, Karine, côté la boîte IMO. Des points réguliers, pas oublier de les planifier avec le manager, etc. Favoriser le développement du réseau interne de la personne. Et puis la fixation et le suivi des premiers objectifs pour vraiment mesurer, en tout cas que vous ayez des éléments factuels qui vous permettent de mesurer la montée en compétence de la personne et l'adaptation à son poste. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que trop souvent, on pense que de la même manière, c'est évident, ça va se faire tout seul. Et le formaliser, c'est important pour donner des repères aussi à la personne. Être sûr que vous avez bien la même compréhension des choses. Et du coup, de le formaliser par un petit document ou un support, ou si vous voilà, c'est important pour amener un suivi, pour que du coup, cette nouvelle recrue puisse aussi vous poser les questions pour atteindre ses objectifs, et ça va vous permettre de mesurer tant ses compétences techniques que son autonomie, que sa capacité à aller demander de l'aide si elle a une difficulté, etc. Donc, il faut vraiment vous dire que ça, c'est très important pour vous, pour avoir des éléments factuels qui vous permettent de la monter progressivement en compétences, en charge de travail aussi, et du coup pour qu'elle soit le plus autonome possible, le plus rapidement possible en fonction de sa mission sur son poste. Karine, là-dessus, vous avez mis en place pas mal de choses, je crois aussi, donc je veux bien que Oui, tu témoignes. alors justement, sur la slide précédente, si tu peux la remettre à l'écran, en fait, ce qui est important, effectivement, dans la phase, entre la phase de découverte et la prise de poste, ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle des vies ma vie. C'est-à-dire que selon le poste que j'intègre, selon mes interactions futures avec les services, avec les personnes avec qui je vais travailler, je vais collaborer, je vais aller faire de l'immersion dans ce service pour comprendre ses enjeux, ses contraintes, ses outils, et que je puisse effectivement faire le lien avec mes missions. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait par exemple entre le service commercial et le service administratif qui saisit les contrats. En quoi, moi, en tant qu'assistante ADV, c'est important d'avoir les informations pour que je puisse bien saisir ton contrat, bien facturer ce que tu as vendu, toi commercial. Donc, il y a vraiment cette notion d'échange et de donner du sens, en fait, sur la chaîne de valeur que les différents services produisent à destination de nos clients. Donc ça, déjà, c'est important. C'est quelque chose qui peut être mis en place et à toute échelle. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande structure pour le faire. Mais c'est vraiment important. Sur le suivi de la période d'essai, effectivement, je te rejoins, Sabine, c'est extrêmement important parce que ça va très vite. Selon déjà la durée de période d'essai que vous avez,
Vous pouvez ou pas décider de la renouveler, et si vous décidez de le faire, déjà il y a un cadre juridique à respecter. Donc moi, ce que nous avons fait, c'est la mise en place d'un tableau Excel qui permet de calculer automatiquement les renouvellements de période d'essai et le délai dans lequel je dois prévenir le salarié si je compte le faire. Donc durant toute cette période, il y a vraiment un échange avec le manager et le manager avec le collaborateur pour identifier des phases de montée en compétences. Donc après, il y a différentes manières d'évaluer effectivement si le collaborateur monte à bord d'une manière plus ou moins rapide. Ça, on le voit lorsque la prise de poste est effective. Et par exemple, au service client, ils ont un système où au bout d'une semaine, en fait, le manager va faire un petit QCM au salarié pour voir les notions qu'il a acquis et identifier ce sur quoi il y a besoin d'accompagnement. Ou alors, là, ça y est, c'est bon, c'est acquis, on peut passer à l'étape supérieure. Donc, vraiment, ça rejoint ce que tu disais sur la slide du coup d'après, sur les 3 actions, sur les leviers qu'on peut activer. C'est vraiment la fixation et d'objectifs. Et la notion de je m'assure que le collaborateur a bien compris ce que j'attends de lui et dans quel délai il va devoir le réaliser et qu'il puisse effectivement exprimer les difficultés ou les réussites qu'il rencontre pour monter en compétence sur sa mission. Donc, les points réguliers sont importants. Également, en tant que RRH, forcément, mon rôle, c'est d'être attentif au climat social. Donc, systématiquement, lorsque j'ai des nouveaux collaborateurs, j'observe beaucoup de choses dans la salle au moment de pause, au moment des repas. Je regarde, est-ce que le collaborateur, je le vois déambuler de manière à l'aise ou est-ce que je le sens plutôt en retrait. Il y a vraiment des signaux aussi un petit peu... auquel il faut être attentif. Et donc, effectivement, sur la partie période d'essai, vraiment la communication, avoir le courage aussi managérial de dire quand ça va bien et quand ça va moins bien durant la période d'essai, pour pas que le collaborateur soit étonné si on envisage de la renouveler, si toutefois c'est nécessaire. Donc, vraiment communiquer et fixer des objectifs clairs et précis. Plus vous serez factuel, plus vous pourrez passer outre les difficultés de dire à quelqu'un qu'il y a des ajustements à faire, etc. Parce qu'au contraire, ça rassure finalement. Souvent, on s'en fait une montagne et finalement, la personne, elle s'en aperçoit de toute façon qu'elle est peut-être pas autonome ou qu'il y a peut-être des sujets sur lesquels elle a plus de difficultés parce que c'est nouveau pour elle. Et finalement, si le manager, en objectivant, peut lui dire là, il faut encore qu'on renforce là-dessus. Quel plan d'action? Est-ce que c'est quelque chose d'interne? Est-ce qu'il faut aller chercher une formation? Est-ce que c'est juste il y a quelqu'un en interne qui peut passer du temps avec toi en doublon pour te montrer et du coup, ça te permettra d'être autonome, etc. En fait, quand c'est travaillé, ce n'est plus un sujet. En fait, c'est normal de ne pas tout savoir faire quand on arrive dans un poste, dans une entreprise, parce que sinon, quand on recrute des gens trop dimensionnés, ils vont vite s'ennuyer et votre risque, ça va être pareil, ça va pas les nourrir assez et du coup, de pas les garder. Donc surtout, ne vous sentez pas gêné. La personne, elle est là aussi pour apprendre et c'est votre rôle dans son intégration de la faire monter en compétences dans la durée. Le sujet de l'évaluation. Alors, il y a plusieurs pratiques. Déjà, peut-être je vais venir sur l'évaluation du collaborateur ou du nouvel embauché, puisqu'on en a déjà parlé. Effectivement, c'est de dresser un bilan du travail accompli aussi pendant toute cette période. Alors, Karine nous parlait de l'exemple aussi de suivi des périodes d'essai avec un fichier Excel. En tout cas, de mettre, si vous n'avez pas beaucoup de personnes à intégrer, vous pouvez le faire aussi directement dans vos propres agendas électroniques, de vous mettre des rappels aux dates clés pour être sûr de suivre. Voilà, il y a plein de manières. L'important, c'est en fonction de la taille de l'entreprise aussi et de votre période de recrutement, de voir quels sont les outils qui sont adaptés pour avoir un suivi, de dresser le bilan du travail du coup réalisé pendant cette période, voir les connaissances et les compétences acquises ou mises en œuvre et voir celles qui restent à apprendre en tout cas. Et puis, fixer du coup de nouveaux objectifs, mobiliser des dispositifs si c'est nécessaire. Je vous donnais l'exemple de la FEST, il peut y avoir d'autres choses. Voir s'il y a une personne donc en proximité, référent, parrain ou autre, voir aussi son rôle et quels sont les échanges. Ça peut être intéressant d'échanger avec la personne, parce que ça c'est une bonne pratique. C'est très bien de mettre en œuvre un référent, un parrain, une marraine,
c'est bien aussi que vous les suiviez. Voilà, de ne pas oublier que ce rôle, vous l'avez confié à quelqu'un. C'est important aussi que vous, côté dirigeant ou côté RH, vous puissiez aller vers cette personne qui s'est impliquée dans l'intégration de quelqu'un pour lui demander comment elle vit cette expérience d'être référent, parrain ou marraine. J'insiste là-dessus aujourd'hui parce que parfois, on oublie de planifier ce temps d'échange avec la personne qui est en proximité. Et elle est prise dans son quotidien professionnel. Elle ne va pas forcément se dégager du temps pour venir vous voir. Et finalement, vous passez à côté d'informations qui vous sont importantes en fait pour sécuriser cette intégration et cette fidélisation du nouvel embauché. Karine, là-dessus, tu as des choses complémentaires ou tu avais tout dit avant ? Non, globalement, on avait évoqué l'ensemble des sujets. Simplement ajouter effectivement sur le fait que voilà, on a tous des experts dans nos entreprises qui ne demandent effectivement qu'à partager leur savoir-faire, les valoriser au travers de cette mission voilà, de transmission est vraiment un levier RH et de management qui fonctionne, quoi. Donc, faut vraiment pas hésiter. Et ça peut être parfois ne serait-ce qu'une heure d'échange ou voilà. Donc c'est effectivement important de pouvoir le faire en tous les cas. Et aussi sur la notion, effectivement, peut-être qu'on l'a pas assez dit, mais il faut avoir le temps de le faire encore une fois, mais demandez à vos managers de faire ce qu'on appelle des bibles de poste en fait, hein, c'est-à-dire des process et que le salarié, lorsqu'il puisse arriver, voilà, lorsqu'il arrive dans l'entreprise, qu'il ait un espèce de book, entre guillemets, avec l'ensemble des process qui vont l'aider à justement appliquer son poste et ses missions, et dans lesquels il va pouvoir retrouver justement d'une manière autonome les informations pour prendre de plus en plus voilà, d'autonomie sur ses missions. Voilà. Il y a une bonne pratique qui se fait beaucoup en entreprise, c'est le fameux rapport d'étonnement. Vous en avez peut-être déjà entendu parler ou pas. En tout cas, qu'est-ce que le rapport d'étonnement ? C'est oser demander aux nouvelles personnes qui ont intégré l'entreprise un petit peu, justement, leur surprise. Qu'est-ce qui les a étonnés ? Qu'est-ce qui les a rassurés ? Qu'est-ce qu'elles auraient aimé trouver, qu'elles n'ont pas forcément trouvé. Voilà, de faire très simple, hein, c'est plutôt profiter du regard nouveau de la personne qui rejoint et qui vient de rejoindre l'entreprise, qui la vit depuis quelques semaines ou quelques mois. Voilà, on dit souvent que c'est à faire dans les 100 premiers jours. Ça dépend après du poste, ça dépend de l'entreprise. Mais en tout cas, voilà, c'est à faire dans les 2-3 premiers mois, voire 4, pour vraiment, vous, avoir des éléments sur ce que vous pourriez faire, sur ce qui manque, sur ce que vous faites bien, sur ce qui est peut-être juste à renforcer. Ça peut vous mettre aussi, à côté RH et dirigeants, ça peut mettre des points d'alerte sur certains services peut-être où l'intégration est moins simple que d'autres pour des raisons X ou Y. Hein. Des fois, c'est lié au poste. Ça dépend aussi s'il y a beaucoup de déplacements, s'il y a du télétravail. Voilà. Mais en tout cas, pour vous, c'est important d'avoir ce retour et c'est dommage de vous en priver. Souvent, ça permet d'avoir comme un scan. Hein, c'est un regard extérieur qui vient vous dire, là, ça va bien. Ça, j'ai apprécié ça quand je suis arrivée. Ça m'a vraiment surpris, mais vraiment, ça m'a questionné. Voilà, il y a peut-être des dysfonctionnements qui sont à remonter. Et vous, si vous les collectez, derrière, ça vous permet quoi ? De mettre en place des plans d'action pour répondre au mieux. Donc, ça permet d'être dans une démarche vraiment d'amélioration continue et en tout cas d'ancrage aussi des pratiques et des bonnes pratiques. Celles qui fonctionnent en tout cas chez vous, ça vous permet aussi de les connaître et de pouvoir les renforcer. Ça, c'est quelque chose que vous faites, hein, Karine, le rapport d'étonnement ? Oui, tout à fait. Ça fait partie vraiment du process. C'est extrêmement important. Et en fait, j'ai envie de dire que grâce au rapport d'étonnement, on vérifie, si la boucle est bouclée. Je vous parlais au tout début de la promesse employeur et de ce que l'on promet donc aux futurs collaborateurs. Mais quelque part, lorsqu'on lit le rapport d'étonnement, ça va nous permettre de voir si on est aligné effectivement entre ce que le collaborateur a compris et ce qu'il trouve lorsqu'il arrive dans l'entreprise. Et si on n'est pas en phase, ça permet de recadrer, ça permet de mettre en place des actions pour justement corriger
certaines choses et améliorer le processus d'intégration. Et aussi très important, c'est quelque chose que les managers, que donc moi-même responsable RH je lis, mais aussi que le PDG lit, parce que parfois il peut être déconnecté par toutes ses responsabilités. Donc le fait d'avoir accès à ces rapports d'étonnement, ça lui donne vraiment un retour honnête, transparent, clair. Et parfois il y a aussi des très bonnes idées des collaborateurs qui nous soumettent des suggestions et il y a des choses qui sont mises en place par la suite. Donc vraiment, c'est un moyen de libérer la parole des collaborateurs et voilà, et de s'assurer aussi que notre processus d'intégration est apprécié et aussi en phase avec ce qu'on avait effectivement promis aux collaborateurs. Et côté dirigeant, comme tu le dis, ça montre aussi, ça donne le regard de ce qui se passe dans l'entreprise. C'est important, ce n'est pas juste RH, c'est l'entreprise dans sa globalité et donc côté dirigeant, que vous ayez une personne à la fonction RH, c'est important que tu le soulignes, Karine, aujourd'hui. C'est important aussi de vous impliquer pour vraiment avoir des retours directs. Souvent, ça permet aussi de mieux de se les approprier plus facilement pour faciliter après la mise en œuvre d'actions d'amélioration ou juste de continuer. Et comme tu l'as dit, on n'est pas à l'abri de bonnes idées qui permettent de continuer à nous développer. Tout à fait. De manière simple, peut-être quelques repères sur le process d'intégration, sur la façon de l'évaluer aussi. C'est important pour vous de suivre le nombre de périodes d'essai rompues à l'initiative de l'entreprise. Peut-être pourquoi. Est-ce que du coup, au recrutement, il y a eu quelque chose qui a mal été évalué sur la personne ou en tout cas qui n'a pas pu l'être. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé celles qui sont à l'initiative des salariés. Le nombre de périodes d'essai rompues aussi dans la première semaine, c'est important. Et là, comme Karine, je rebondis sur ce que tu viens de dire sur la promesse employeur. La première semaine, ça vous donne un indicateur sur il y a un décalage entre ce que je pensais trouver en arrivant et ce que j'ai trouvé réellement. Et ça, pour vous, c'est essentiel côté entreprise de savoir ce qui s'est passé. Donc surtout, recevez la personne, échangez avec elle pour ne pas vous priver de ce retour-là parce qu'il y a sans doute quelque chose à faire côté recrutement. Voilà. Parfois, c'est un décalage entre l'information, ce qu'on a identifié de notre besoin et puis de ce qu'on pensait être notre besoin et puis en fait la réalité de notre besoin et la personne, du coup, ça lui crée un décalage quand elle arrive parce qu'elle s'en rend compte et du coup, ça ne lui correspond pas. Voilà. L'ancienneté moyenne des salariés, c'est important pour vous. Vous pouvez aussi, de manière très simple sur un retour, faire une note globale du processus d'intégration, en tout cas avec quelques critères, juste pour vous avoir un repérage facile de OK, là-dessus, ça colle pas. Voilà. Quelle est, j'ai envie de dire, l'urgence d'agir ou la possibilité de continuer comme ça et de poursuivre. Voilà, quelques repères là-dessus. Ça, c'est des indicateurs que vous suivez, Karine, je crois. Hein. Oui, bien entendu, j'ai tendance à dire que tout ce qui se mesure progresse en fait. Donc, c'est vraiment indispensable effectivement de surveiller ces différents indicateurs parce que lorsqu'on les compile, ils peuvent faire apparaître soit des points positifs, soit des points justement d'amélioration et donc des actions à engager. Lorsque c'est parfois dans la masse, on n'arrive pas forcément à identifier les sujets. Par contre, lorsqu'on les compile et qu'on les analyse d'une manière plus poussée, ça permet effectivement de mettre le doigt sur des améliorations à mettre en place. Donc, bien sûr, ce sont des indicateurs qui sont à surveiller et qui sont vraiment révélateurs de la qualité du processus d'intégration et aussi de la qualité du recrutement quelque part. Parce que si une personne rompt sa période d'essai, alors parfois, c'est complètement indépendant de notre volonté. On constate quand même en ce moment une certaine volatilité des candidats et des salariés avec une envie parfois de changement ou de reconversion. Donc ça, on n'y peut rien. Mais par contre, effectivement, si on a été transparent dès le départ, durant tout le process de recrutement, les missions auxquelles que le salarié va avoir, l'intégration, etc., ça permet forcément de sécuriser l'embauche future. Donc voilà, un petit peu la boucle, c'est ce cercle vertueux-là, effectivement, que je conseille, tout à fait.
Eh ben, merci beaucoup, Karine. Avant que je te pose quelques questions complémentaires, Philippe, est-ce qu'il y a des questions? J'en vois pas. Donc... Ah, si, ça y est, j'en vois une Bon, qui est arrivée. donc la réponse est oui. Oui, La présentation sera adressée à tous les participants aujourd'hui. c'est ça. Il n'y a Après, pas d'autres questions, mais moi j'en avais une sur, ça a souvent été dit, l'importance de la strate d'encadrement du management. Est-ce que, alors je posais plutôt la question à Karine, est-ce que vous avez prévu ou vous avez fait des formations sur votre encadrement des équipes, quoi, hein, pour accueillir justement, puisque en plus vous êtes une entreprise qui a fait une forte croissance, donc ça vient aussi rajouter une complexité d'organisation. Voilà, Tout à ça n'a fait. pas été dit, mais donc je le complète, hein, parce que c'est voilà, c'est le propre de pas mal d'organisations aujourd'hui. Donc, Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, pardon, allez-y, hein, je ne voulais pas vous couper. j'ai fini. Ah, d'accord. En fait, effectivement, dans l'organisation de l'entreprise, il y a le comité de direction et puis il y a le COMEX. En fait, le COMEX sont l'ensemble des chefs de service et des chefs de pôle que nous réunissons déjà une fois par trimestre pour pouvoir justement qu'ils aient l'opportunité d'échanger tous ensemble sur leurs services, leurs avancées, leurs réussites, leurs difficultés, etc. Donc, il y a déjà la notion de créer de la synergie entre les managers, de leur donner la possibilité de communiquer au-delà de ce qu'ils font déjà dans leur mission au quotidien. Sur les formations, bien sûr, c'est extrêmement important, effectivement, de les accompagner sur ces montées en compétences et aussi qu'ils puissent échanger leurs bonnes pratiques. Comme je vous l'évoquais, chaque service, chaque manager, en fait, a développé un process d'intégration qui est adapté au poste occupé et on les incite effectivement à échanger leurs bonnes pratiques et aussi à se dire, OK, tiens, moi, je t'envoie un collaborateur, voilà ce que j'ai besoin que tu lui apprennes et inversement. Donc, il y a vraiment aussi cette synergie-là, au-delà de la formation externe qu'on peut apporter à nos managers, c'est créer de la communication entre eux. du coup, Karine, il existait un process d'intégration avant que tu arrives dans l'entreprise. Je crois que tu l'as rejoint en 2021, justement, dans un moment aussi charnière et de croissance importante. Mais est-ce qu'il était formalisé avant ton arrivée ou c'est quelque chose que tu as mis en place? Non, en fait, tout était, en fait, c'était les managers, hein, finalement, qui étaient autonomes déjà sur leur recrutement, sur leur manière de diffuser les offres, etc. Il y avait vraiment, il y avait quelques bonnes pratiques, bien sûr, hein, mais rien n'était, je dirais, voilà, structuré. Et effectivement, la création de mon poste a permis de structurer et le service RH et aussi les process pour pouvoir, effectivement, arriver à engager, fidéliser l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, Et là-dessus, vous avez pu voir justement une évolution. oui. Oui, bien sûr, parce que comme je l'évoquais, chaque manager avant faisait un peu les choses dans son coin. Il pouvait en échanger, mais là, le fait de donner de la visibilité sur un process et que tout le monde a le même, déjà sur un socle global de culture d'entreprise, forcément, ça fédère tout le monde dans le même sens. Tu parlais aussi du petit déjeuner avec le PDG, c'est quelque chose que l'on fait. Hein. Tous les mois, il y a une date qui est fixée. Au moins, le PDG aussi a dans son planning ces dates-là à l'avance. On le fait sur toute l'année. Et il y a cette organisation de ce petit déjeuner où là, Olivier peut effectivement parler de l'histoire de l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place aussi. La notion effectivement d'intranet aussi, cet outil de communication interne qui permet aux collaborateurs d'avoir la visibilité sur tous les événements qui se passent dans l'entreprise. Voilà, ça c'est des choses effectivement qui ont été mises en place et qui favorisent effectivement la fidélisation de nos salariés. Merci. Je vois une question dans le chat d'Alexis. Donc, merci déjà pour votre retour. Le coût d'un échec de recrutement et le coût d'un processus de onboarding. Alors, côté APEC, en tout cas, je vais répondre sur les chiffres. Le coût d'un échec de recrutement, vous avez plein d'études. Si vous tapez sur Google, vous allez trouver plein de chiffres. J'ai beaucoup de mal à présenter des chiffres réels et réalistes parce que ça dépend quand même de l'activité de l'entreprise, du poste sur lequel vous recrutez, j'ai envie de dire, dans l'organigramme aussi de la situation du poste et du coup mesurer réellement le coût.
c'est compliqué d'avoir. Il faudrait le faire recrutement par recrutement quasiment ou service par service. Par contre, effectivement, le coût d'un recrutement, en tout cas d'un échec de recrutement, on se rend bien compte que il y a la diffusion de l'offre, il y a le temps passé, il y a la personne, il y a le service qui est limité dans son action parce qu'il vous manque du personnel. Donc il y a tout le côté commercial qu'on met de côté parce qu'on ne peut pas y répondre, parce qu'il nous manque quelqu'un, etc. Et tous ces coûts s'additionnent. Donc en fait, souvent, on se rend compte que le coût d'un échec de recrutement, il est bien plus important que ce qu'on imagine. C'est pas juste le salaire du salarié, mais c'est vraiment l'ensemble de l'impact de son poste sur l'activité de l'entreprise. Ça, c'est une première chose. De plus, si je prends le côté humain, quand on est sur un échec de recrutement, une période d'essai qui s'arrête, ou des personnes qu'on recrute régulièrement au poste. Parfois, j'arrive et puis on me dit ça fait 4 fois qu'on a sur ce poste où la personne ne reste pas, etc. Il y a un coût humain dans votre organisation. Ça épuise les équipes. Ça donne un message à vos collaborateurs et collaboratrices en place. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça interroge. Donc, en termes humains et de climat social dans votre entreprise, c'est un impact qui est assez fort. C'est difficile de le mesurer, mais en tout cas, c'est de ne pas le négliger. Pour vous, c'est une période où il est nécessaire du coup de renforcer tout ce que vous avez mis en place, de créer plus de liens, de vérifier que les personnes sont bien dans leur poste, bien dans leur équipe, etc. Parce que dès qu'il y a un départ qui est rapide de la structure, ça crée un flou et ça passe un mauvais message à vos collaborateurs. Donc voilà déjà là-dessus ce que je peux vous dire. Sur le ROI du onboarding, c'est ce que je vous ai dit déjà, si vous suivez les indicateurs que je vous ai donnés sur le dernier slide, ça va vous donner déjà un retour et simple à faire. Voilà. Karine, là-dessus, tu as des choses pour compléter ou ça te... Oui, simplement compléter. Alors, difficile comme toi hein, de donner un coût exact. Ça va dépendre du poste, ça va dépendre du temps qu'on a mis à recruter la personne, etc. Il y a plein de sujets. Par contre, si j'ai un seul conseil, c'est que quand vous avez un doute sur un candidat, quand il y a doute, il n'y a plus doute. Donc, parfois, il vaut mieux ne pas intégrer quelqu'un et risquer justement de se retrouver dans cette situation-là plutôt que de effectivement persister et prendre à tout prix quelqu'un. Excusez-moi. Et prendre à tout prix quelqu'un, effectivement, parce qu'on a besoin de bras et on a besoin de renforts. Il vaut mieux parfois attendre avant d'intégrer quelqu'un et de subir justement un offboarding compliqué. Et puis aussi communiquer. C'est-à-dire que lorsqu'une personne quitte l'entreprise, il faut que le manager communique avec effectivement les collaborateurs, peut-être donner un peu de sens aussi à ce qui s'est passé. Alors, tout dépend voilà, du motif. Si la personne est partie pour des raisons qui lui sont propres, ne pas hésiter pour pas que les équipes se sentent, se disent mince, il y a un problème. Voilà, je pense qu'il faut savoir en parler d'une manière franche aussi avec les équipes. Merci. Peut-être avant de conclure, une dernière question, en tout cas mise en relief, c'est de vous dire que vous n'êtes pas tout seul non plus hein, sur ce sujet pour construire votre process d'intégration. Karine, là-dessus, je crois qu'on a eu pas mal d'échanges. Je vais te laisser justement en parler oui. Parce que souvent, on a besoin aussi de prendre du recul. On est tout seul dans une fonction où on est à deux et ça fait du bien. Vas-y, je te laisse. Non, mais tout à fait, exactement. Et c'est vrai que là-dessus, voilà, c'est ça. On n'est pas tout seul. Il y a plein de bonnes pratiques, effectivement. Et surtout, Sabine, voilà, l'APEC, toi, tu es là pour nous accompagner. En plus, tu peux intervenir, c'est vrai, au sein de l'entreprise. Voilà, même faire une communication et on peut réunir nos managers et tu peux expliquer des choses. Donc, c'est vrai que c'est vraiment très précieux. C'est très précieux d'avoir cet accompagnement-là parce que des fois aussi on est dans son système, dans son process. Et ben toi voilà avec les études aussi hein, que vous avez à l'APEC, ça permet des fois de prendre un peu de recul et d'avoir un peu d'objectivité sur ce qu'on met en place et ajuster. Donc oui, c'est important. Faut pas hésiter à te solliciter. Merci. Sachez aussi qu'il y a des web ateliers hein, qui sont animés sur ces sujets pour rentrer un peu plus dans le détail de la construction et de la méthode pour formaliser peut-être ce que vous faites déjà. Voilà, merci. Il est 9h58, on est pile poil dans les temps. Philippe, je te rends
Bravo, La- mesdames, pour vos. Alors, merci Karine, merci Sabine, Merci. déjà pour la qualité de votre intervention, de vos interventions et le respect du timing. Écoutez, je vous souhaite à vous souhaiter une bonne journée et donner un prochain rendez-vous pour une webconférence UPV où on abordera un sujet totalement différent, puisque c'est celui du droit de l'utilisation des images et des photos qu'on trouve sur Internet. Donc voilà, pour éviter d'avoir quelques soucis après. Donc, prochain rendez-vous le mardi 27 juin. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée.